dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Décodeur. Je suis ravie de démarrer une nouvelle saison avec vous. On enregistre aujourd'hui le 2 septembre, c'est vraiment la grande rentrée pour tout le monde en ce lundi. J'espère que la vôtre se sera bien passée. Aujourd'hui, je suis avec Magali Avignon qui a créé Enamura. Alors Enamura, ce sont 2 projets. Des luminaires en céramique qui sont très beaux, que ce soit par leur forme ou le travail de la matière. Ils sont imaginés et fabriqués en Provence, où vit Magali, une région qu'elle aime tellement qu'elle s'est lancée dans 2e projet, la location de maisons typiques de cette région. Il y en a 3, je crois, qui incarnent à la fois son style, ses goûts et même ses objets qui y sont représentés, mais on y retrouve et surtout cet esprit du Sud, si cher à son cœur, on va largement en reparler. Bref, rien de tel pour bien reprendre que de prolonger les good vibes avec du soleil, des cigales, même si on va pas bien les entendre, parce qu'on enregistre chez Archic, que je remercie pour leur accueil. Archic, j'en ai déjà parlé, c'est une agence qui est hybride, à la fois une agence immobilière qui intègre une agence d'architecture et de design, mais qui est aussi un lieu singulier, un peu galerie, où sont présentés, un peu beaucoup, puisque sont présentés le travail de designers ou de marques invitées. Et d'ailleurs, pendant cette Design Week, c'est le duo de Corpus Studio qui est à l'honneur. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour Magali. Bonjour Hortense, merci. Avec plaisir, je suis ravie de te recevoir chez Archic. Où tu avais fait une exposition, il y a un lien quand même. L'année dernière, on s'était rencontrés à ce moment-là. Exactement, chez Archic, c'était très sympa. On a fait 3 mois d'exposition pour exposer les savoir-faire provençaux. Ouais. Justement, je le disais, tu fais des luminaires, tu fabriques des luminaires et tu proposes aussi la location de maisons. Qu'est-ce qui a commencé en premier ? Alors, je crois que ce qui a commencé en premier, c'est ma passion pour l'architecture et la rénovation des biens authentiques. Mais ça, c'est depuis toujours. Donc, en fait, au fil de ma vie, ça a toujours été une passion. Ça n'a pas aidé du tout mon métier, mais j'ai rénové des maisons et récemment, en effet, j'ai eu envie d'emmener des vacanciers dans des maisons authentiques de la Provence, du Sud, et qui reflètent un peu cet esprit des vacances dans le Sud, les pieds nus, assez proches de la matière. Et donc, on a rénové 3 lieux. Il y en a un premier qui est près d'Île-sur-la-Sorgue pour les passionnés, puisque je suis originaire de là-bas, un petit village à côté d'Île-sur-Sorgue, pour les passionnés de brocante. Donc il y a une petite maison perchée qui s'appelle la Maison de Village à Sommagne-de-Vaucluse. Ensuite, il y a eu la Maison de Ville à Marseille, d'ailleurs où on a notre showroom, notre boutique atelier. Et ensuite, il y a eu plus récemment, ça c'est un bien un peu coup de cœur, c'est à Seignon, dans un petit village perché. C'est un ancien atelier et c'est comme une suite de charme qui vraiment est une espèce de, une réalisation, un fantasme de la Provence et de la Méditerranée où je me suis vraiment amusée à interpréter tous les codes d'Enamura. Alors, ce sont des locations ou maisons d'hôtes ? Alors, ce sont des locations. D'abord, à la base, ce sont des lieux où je vis. Ça c'est très important. J'aime bien louer des lieux où je vis moi. Donc en fait, tu vis dans 3 maisons ? Alors je vis de moins en moins dans les 3, mais je suis beaucoup plus à Marseille aujourd'hui. Mais bien évidemment, j'ai vécu dans ces 3 maisons que j'adore. J'ai élevé mes enfants dans la petite maison de village. Je trouve que Seignon c'est vraiment un lieu pour aller en week-end en amoureux et Marseille c'est vraiment c'est en plein cœur
cœur de la ville, c'est à 10 minutes du Vieux-Port à pied, c'est vraiment exceptionnel. C'est une maison à la campagne, mais au cœur de Marseille, et où je vis aujourd'hui. Mais en effet, à la base, c'est des maisons de vacances, c'est des maisons à qui, voilà, j'ai toujours aimé confier les clés à mes amis, et donc aujourd'hui, ce sont des locataires qui parfois prennent possession de la maison et vivent au milieu de mes objets, de mes collections et de mes propres... Ouais. Et donc les luminaires sont arrivés après. T'avais besoin de luminaires pour tes maisons ou rien à voir? C'est exactement ça. En fait, toutes les maisons sont meublées d'objets chinés, puisque c'est ma première passion. Et en fait, je cherchais des luminaires pour ces maisons. Et je trouvais que quand je chinais des luminaires et que je mettais des luminaires anciens, je trouvais que ça donnait, ça marquait trop, ça plombait un peu l'atmosphère, ça donnait un côté un petit peu trop, un peu vieillot. On passait de l'ancien à quelque chose de vieillot. Et j'ai eu l'idée de réinterpréter des suspensions émaillées de nos grands-mères, vraiment avec des formes très intemporelles. Et la première idée, c'était comme j'attaquais la rénovation de Seignon, et à Seignon, il y a un savoir-faire qui est extrêmement réputé, répandu, qui est la terre mêlée. Et donc, j'ai demandé à des amies artisanes qui commençaient à développer à réinterpréter ce savoir-faire. J'ai dessiné des luminaires et je leur ai demandé de les créer. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai eu un espèce de flash et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est du produit, c'est des produits. Donc au début, tu faisais faire par des artisans et après tu as appris le métier? Alors, aujourd'hui, nous, on a 6 ateliers qui travaillent pour Enamura. Donc, en fait, moi, je dessine toutes les collections. Chaque atelier maîtrise un savoir-faire. Parce que l'idée d'Enamura, c'est vraiment de pérenniser les savoir-faire ancestraux. Et aujourd'hui, donc, c'est 6 ateliers. Et en fait, chaque savoir-faire est vraiment très particulier. Donc, en fait, chaque artisane ou artisan ou petite manufacture maîtrise un savoir-faire. Moi, je dessine les collections. Je fais tout le lien avec les ateliers pour qu'il y ait une cohérence de gamme. Donc, la particularité, c'est vraiment d'avoir une gamme qui se mélange, qui s'associe, mais avec des origines. Alors, toujours en Provence, à l'exception de la porcelaine qui est fabriquée dans une petite manufacture familiale à Limoges, mais tout est disséminé dans des coins de la Provence. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur chacun d'entre eux, de chaque savoir-faire. Par exemple, tu as la terre cuite. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes luminaires en terre cuite? Oui, alors la terre cuite, elle est, en l'occurrence, elle est tournée. Le tour, c'est vraiment une particularité. La terre cuite, c'est un savoir-faire qui était originellement soit du côté d'Aubagne, soit du côté de Valoris. Donc, nos pièces sont tournées soit au Bagne, soit à Valoris. Et on l'a vraiment dans des couleurs d'origine, c'est-à-dire la terre cuite blanche et la terre cuite rouge. Et on a donc des formes qu'on appelle des formes intemporelles. C'est toujours les mêmes formes. C'est les savoir-faire qui changent. Et en fait, on choisit sa forme intemporelle. Et ensuite, on choisit son savoir-faire et on choisit ensuite toutes les formes peuvent être déclinées quasiment dans tout à fait. On dit quoi, des matières, matériaux? Dans des savoir-faire. Des savoir-faire. Et des matières et des terres en fait différentes. On a de la terre mêlée, de la terre cuite. Alors la terre mêlée, qu'est-ce que c'est la terre mêlée? Alors la terre mêlée, donc en fait le bassin autour d'Apt, il y avait aussi Roussillon avec les carrières. Donc il y avait à peu près tout ce qu'il fallait pour que la région soit prédisposée à cette technique. Alors en fait c'est le mélange de terre. En l'occurrence, nous, on mélange de la terre blanche et de la terre terracotta. Et en fait, c'est plié. Et donc, il y a vraiment des spécialistes de la terre mêlée. Il y a des gens qui font de l'orfèvrerie avec des dessins qui sont... Alors, chaque pièce est complètement unique. On peut jamais avoir 2 pièces. Et c'est vraiment dans la matière, on mixe, on mélange la terre. Et c'est ce qu'on montre dans l'exposition et qu'on va remontrer là d'ici quelques jours à la Paris Design Week. C'est en fait vraiment le processus de mélanger la terre et ensuite elle est estampée dans un moule, c'est-à-dire qu'elle est étalée à la plaque et on la met dans un moule, voilà. D'accord, ok. Il y a tout ça, c'est de la céramique. Il y a du grès chamoté, du grès émaillé, du grès flammé. Ouais. Tout ça, c'est la famille de la céramique. Tout à fait. En fait, la céramique, c'est un grand mot qui englobe tout. Et ensuite, il y a vraiment différentes terres qui se cuisent à des cuissons très différentes et qui, voilà, soit tournées, soit estampées, mélangées et estampées, mélangées et tournées. Estampées, c'est qu'en fait, tu fais une plaque, c'est comme un rouleau à pâtisserie, et ensuite tu as un moule, mais qui peut être un moule. Tu peux prendre par exemple un saladier à toi dont tu aimes bien la forme, puisqu'en fait, moi, toutes les formes, elles sont issus d'objets que j'ai chinés en fait. Donc ils me rappellent le passé. Il y a toujours dans les collections, il y a un trait d'union entre le passé et le futur. Et en fait,
tout est issu du passé, mais retwisté, remélangé de manière à créer un objet qui est vraiment intemporel et vraiment contemporain. Et donc estampé, c'est comme quand tu as ta tarte et que tu mets ta pâte au fond et que la pâte prend la forme en fait de ton moule. Ah d'accord, ok, je comprends. Alors grès chamoté, je vois ce que c'est, peut-être on peut rappeler aux auditeurs. Grès chamoté, c'est du grès qui a un petit grain et en fait il peut être tourné, il peut être estampé et en fait pour faire sortir le grain, on le gratte avec un petit outil et ça donne une matière qui est très minérale, qui rappelle la pierre. Donc c'est très chaleureux. Par exemple, on en met beaucoup dans des univers contemporains pour amener de la sensualité, de la matière, de la chaleur. Oui, parce que chaque savoir-faire apporte, tu trouves, un style différent. Oui, c'est vrai que la terre cuite va pas du tout être le même, apporter le même effet que du grès émaillé. Alors, c'est assez différent. Ce que moi je m'amuse à faire et ce que j'adore faire, c'est vraiment mélanger pour apporter quelque chose en plus. On fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle des constellations. C'est-à-dire on mélange des suspensions et ça donne vraiment quelque chose à la fois. Enfin, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment l'atmosphère lumineuse. En fait, ce que je trouve fabuleux dans des lieux, c'est que les gens se sentent bien, qu'il y ait tout d'un coup un moment particulier, qui se sentent beaux. Et je trouve que la lumière, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment des lumières qui valorisent, qui apportent un bien-être. Et donc, on fait beaucoup de constellations, d'associations de ces différentes lumières. On les positionne assez bas et ça donne vraiment une atmosphère très cosy. Et en fait, en mélangeant les couleurs et les matières, on amène des styles assez différents, mais on amène toujours de la chaleur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive quand même au début, peut-être qu'on aurait pu penser que c'était des luminaires qui allaient dans les maisons de campagne, que dans les maisons du Sud, sur les îles, en Grèce, en Méditerranée. En fait, on a des clients partout et on va avoir nos luminaires aussi bien dans du haussmannien que dans un cabanon de pêcheurs rénové, voilà. Mais en fait, chaque chose va apporter quelque chose de différent. Mais c'est plutôt de l'éclairage d'appoint, je dirais, entre guillemets, ou pas forcément? Parce que par exemple, la terre cuite, ça me paraît très épais, très opaque. Elle passe par où, la lumière? Par le bas, enfin, ouais. Je sais pas comment on Alors dit. c'est vrai qu'on a souvent, non mais c'est exactement ça. En fait, nous on fait beaucoup de conseils parce que la lumière, ça paraît simple. En fait, c'est extrêmement compliqué. Donc on prend souvent le relais des archis avec nos clients. C'est pour ça qu'on les reçoit par visio ou en présentiel dans notre atelier boutique à Marseille plusieurs jours par semaine. En fait, on reçoit les plans, on reçoit les photos parce que les gens sont souvent perdus. Et en fait, aujourd'hui, nous on fait toute une gamme de luminaires. Donc on répond à tous les besoins, que ce soit une baladeuse, une suspension, un lampadaire, une lampe à poser. Mais c'est vrai que souvent, les gens ont peur de ne pas avoir assez de lumière. Et en fait, surtout qu'on fait beaucoup d'éclairage un peu indirect. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fait la lumière, c'est surtout l'ampoule et la puissance de l'ampoule. Donc, même si on a en effet la terre cuite ne laisse pas passer la lumière sur son contour, mais elle la fait passer en bas. Et en fait, comme on suspend plusieurs, on va vraiment designer l'espace avec la lumière, qui fait que les gens vont voir là où ils ont besoin de voir et surtout ils vont pas voir là où ils ont pas besoin de voir. Ce qui est très important parce que moi je crains rien de plus qu'une bonne lumière blanche au beau milieu du plafond. Je trouve qu'il y a rien de pire pour avoir pas le moral. Les ampoules, tu parles des ampoules, alors c'est pas exactement ton activité, mais c'est hyper dur à choisir, la bonne ampoule. Ouais. Est-ce que tu as un petit conseil? Je te chope au passage. Non, mais en fait, justement, on avait tellement de mal que nos clients nous demandaient et nous, on conseillait. Et à force de conseiller, maintenant, on vend des ampoules. On vend les ampoules qui nous paraissent être bien dans nos luminaires. Et justement, on s'adapte aux clients. Nous, on a des petites ampoules elles sont toutes à LED. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, c'était compliqué. On avait besoin de filaments pour avoir de la chaleur. Aujourd'hui, heureusement, il y a eu des développements, donc on peut, avec des ampoules à LED, avoir un éclairage vraiment adorable. Et en fait, nous, on a même des petites ampoules qui ont un petit culot cuivré, ce qui fait que même si on voit un peu de l'ampoule, on n'est pas ébloui. Donc il y a l'éclairage, mais on n'est pas ébloui. Et si on a besoin, si on peut mettre à des endroits, on a des ampoules qui ont pas ce petit culot. Voilà. Donc on conseille. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est la lumière blanche, froide. Oui, c'est ça. Mais ça, je crois que tout le monde, Je pense qu'on commence à le savoir. Et puis, je pense qu'il faut, moi, ce que je conseille, c'est
de mélanger, de mettre de l'indirect, de beaucoup réfléchir à son plan lumineux avant avec l'archi et surtout avant que les travaux commencent. Parfois, moi, je conseille de mettre des prises connectées pour avoir une petite lampe à poser. Donc, avec un seul interrupteur, on va tout d'un coup, en fait, non pas éclairer un luminaire, mais faire une ambiance. Donc aujourd'hui, un interrupteur va éclairer de l'éclairage indirect, une suspension qui va descendre assez bas, une lampe à poser, une applique, voilà. Donc un lampadaire. Et en fait, on arrive aujourd'hui, et c'est ce qu'on conseille en fait de faire. Et du coup, on a l'éclairage vraiment. Je dis souvent, on fait le rangement, on fait le ménage, ou l'éclairage d'ambiance. Ouais. Et toi, tu nous conseilles surtout, en fait, même cette utilisation un peu en grappe. C'est ça qui est joli. Ouais, alors c'est très joli. En fait, ça donne, ça théâtralise l'espace, que ce soit par la lumière que ça diffuse ou que ce soit la journée quand c'est pas éclairé. Ça réchauffe. En fait, on peut vraiment mettre une personnalité supplémentaire. Vous habitez dans du contemporain, les murs sont en placo. Vous allez tout de suite avoir, tu disais tout à l'heure, peut-être pas les cigales, mais tout de suite tu vas avoir de la chaleur, tu vas avoir de la matière, tout est fait à la main, tout est artisanal. Donc nous, on a fait le choix de stocker. Parce que moi, je suis une impatiente. Donc, en fait, chaque produit met 1 mois à être entre le moment où on va travailler la terre et le moment où la pièce va sortir. Mais nous, tout est en stock. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai plus à rajouter à des endroits vraiment de l'artisanat. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de mélanger les époques, de chiner peut-être certains luminaires, voilà, de pas forcément être dans le total look. Voilà, même si aujourd'hui nous on a toute une gamme qui permet, parce qu'on a de plus en plus de clients qui viennent, qui ont une maison complète et qui disent bon ben voilà, j'ai toutes mes pièces à éclairer. Et qui veulent être dans un style et qui veulent pas s'embarrasser de réfléchir trop longtemps. Moi, je trouve que des luminaires, c'est chouette aussi pendant son projet, de les acheter, les mettre de côté, etc. Enfin, je trouve qu'il y a c'est un vrai objet important. Ouais. Bon, ça peut être la réussite d'une déco, presque. Ah, moi, j'estime que, moi, je vais dire, il y a un sol, une hauteur sous plafond, peut-être, et des luminaires. Il faut que ton sol soit, enfin, très authentique. Et de la lumière, et tout le reste, tu peux mettre un matelas par terre après. Tu peux mettre des suspensions très très basses. Alors ouais, ça c'est un peu la bataille permanente, c'est que moi je trouve, en fait, il y a on a des réflexes de dire si je mets une suspension trop basse, je vais pas voir, ça va pas être éclairé, ou ça va me gêner avec les personnes qui seront assises en face de moi, ou j'ai un très beau panorama, ça va me gâcher la vue. Et en fait, l'expérience montre que pas du tout. Donc évidemment, nous, on a des plans, on propose, mais c'est beaucoup plus joli d'avoir des suspensions qui descendent très très bas. Alors pas forcément entre, mais une fois que tu es assis, en fait, à moins d'être le plus grand basketteur du monde, tu es quand même assez limité. Et en fait, même si une lampe est un tout petit peu basse, tu vas voir ton interlocuteur, mais par contre, c'est extrêmement réconfortant, extrêmement enveloppant comme lumière, et nous, c'est ce qu'on préconise. Ouais. Et dans le même style, quoique, sont les baladeuses. C'est hyper intéressant aussi. Ouais. Comme... Donc nous, on fait beaucoup de baladeuses. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte, on nous demandait de plus en plus en fait, on a 6 façons d'accrocher nos luminaires. Donc vraiment, tu choisis ta forme, tu choisis ton savoir-faire, et tu as par exemple une tête de lit et la lumière sort du mur, tu peux mettre une applique murale, une applique en suspension. Si tout d'un coup, tu n'as que des prises, t'as pas su réfléchir, ton archi t'a paumé au passage, mais en fait, tu vas mettre... tu es locataire, il y a beaucoup de locataires. Ou tu es locataire, et tu peux repartir avec après. Tu vas d'ailleurs peut-être chiner une patère, et tu vas accrocher une baladeuse. Une baladeuse, c'est une prise, un interrupteur. Tu peux la mettre partout. Tu peux aussi, dans ton appartement, à un moment donné, dire, tiens, j'ai une belle amphore, ou j'ai une poterie, j'ai un vase, je mets quelque chose dedans, et je vais faire descendre dans un coin particulier, et c'est comme une animation, et ça va vraiment rajouter de la douceur à ton intérieur, et ça tu peux le faire avec une baladeuse, et puis 2 ans plus tard t'en as marre, tu l'enlèves, tu la mets ailleurs. C'est aussi des choses que j'aime bien pour les cadeaux de naissance par exemple, c'est offrir une petite baladeuse, voilà, une petite pitchoun, voilà. Je trouve Pitchoun, c'est le nom d'un modèle. Ouais, parce qu'en fait la collection, il y a une des collections qui s'appelle Lisette et ses sœurs, puisqu'en fait c'est un projet hommage à ma grand-mère maternelle, moi je suis petite fille de paysan, donc il y a tout un univers où je souhaite un peu redonner
du sens, transmettre à mes filles tout ce que ma grand-mère était passionnée d'objets. Elle nous a laissé des caisses. Des années avant qu'elle parte, elle avait nos noms sur les caisses. Elle avait trié les objets. Elle nous demandait si c'était vraiment ça qu'on aimait, dont on voulait hériter, tout ça. Donc j'ai vraiment hérité d'une passion pour l'objet. Et c'est vrai que la collection, du coup, s'appelle Lisette et ses sœurs. Lisette, Ursule, Yvonne, comme ses sœurs. Et en fait, tous les noms portent des petits noms qui sont liés à la famille. Et Pichoun, en provençal, c'est la petite. Et donc, c'est le plus petit modèle. Et je trouve que, voilà, pour un cadeau de naissance, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se transmette de génération en génération, qui se répare. Qui se répare ? Et qui se répare. Ouais. Alors, si je casse ma suspension en grès, je peux la réparer ? Et ben aujourd'hui, c'est un projet sur lequel on travaille. On voudrait pouvoir... déjà, le modèle, il est toujours... on n'arrête pas certains modèles. Voilà, on peut les reproduire. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous renvoyer, nous dire... voilà. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir réparer. Voilà, avec différentes techniques bien connues, réparer pour vraiment que l'objet, il reste, voilà. Moi, j'ai des objets qui me viennent de mes grands-mères et j'y tiens beaucoup. Et l'idée d'Enamora, c'est vraiment d'avoir voilà, des objets qui se transmettent, qui ont une âme, qui ont une histoire, qui ont fait partie d'une famille et qui vont voilà, suivre un petit peu toutes les générations. Ouais. Alors toi, tu as commencé à effleurer l'idée. Toi, quelle est ton histoire alors ? Comment est née l'aventure ? Quel est ton parcours ? Alors moi, mon parcours quand j'étais... Donc moi, je suis vraiment issue... Je suis née les pieds dans la terre au milieu des champs en Provence. J'ai été élevée près d'Is-sur-Sorgue, dans un petit village qui s'appelle Le Thor, qui était très connu parce qu'on cultivait du raisin de table qui s'appelait le chasselas. Voilà, donc toute ma famille était dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui définit la Provence, pardon ? Mais en fait... C'est un débat, ça. C'est un débat, donc voilà, ça peut être très large, ça peut aller de Uzès jusqu'à Nice. Voilà, en tous les cas, moi, j'ai vraiment une Provence large qui est une Provence... voilà, c'est méditerranéen, mais c'est plutôt à l'est, parce que voilà, je trouve j'aime beaucoup la mer aussi. Je vis à Marseille. Pour moi, la Provence, c'est aussi bien les calanques que la garrigue. J'ai envie de dire, j'étais en voilier cet été. C'est vraiment ce soleil sur la peau. C'est des vacances où on se préoccupe pas de se maquiller. Voilà, c'est vraiment de vivre voilà, pieds nus, à moitié nus et d'être très proche de la terre. Voilà, c'est vraiment mon enfance et c'est ce que j'essaie de retrouver à chaque fois et ce que j'essaie de faire vivre aux gens qui viennent dans nos maisons. Et c'est un peu ce que... Voilà, après, je suis beaucoup sur ma tradition de la brocante du dimanche matin, donc c'est vraiment très important d'être entre le passé. Voilà, moi, c'est une Provence et c'est des souvenirs d'enfance, mais parfois un peu fantasmés. Voilà, je reconnais que j'y mets aussi ce que j'ai envie d'y mettre. Alors, je t'ai coupé, du coup, excuse-moi. Donc, tu es née... en Provence. Je suis née en Provence. Je rêvais de travailler dans la mode. J'ai fait un stage chez Karl Lagerfeld. J'ai trouvé que c'était peut-être pas ma voie à l'époque, et donc j'ai basculé dans le sport. Donc moi, j'ai toute une première partie de vie dans les sports de glisse. J'ai travaillé chez Rossignol. J'ai commencé notamment en étant chef de produit, et je le note parce que ça a été un métier qui m'a passionnée. Voilà. Et ensuite, j'ai été responsable de la communication. Après, j'ai monté une activité de consulting. Et ensuite, j'ai monté une autre société, une start-up dans l'immobilier, où je suis redescendue à Marseille. Donc, j'ai eu plusieurs vies, des aventures entrepreneuriales passionnantes et qui m'ont aussi formée, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'Enamora, c'est aussi le résultat de l'artisanat conjugué à mon savoir-faire de start-upeuse. Donc, ça permet aussi de prendre le meilleur des deux côtés. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'assume de revenir au produit. Et surtout, j'assume de créer, ce qui est donc de revenir à un rêve d'enfant qui était quand même de créer. Et ça m'a pris quand même quelques années. Voilà, ça m'a pris 30 ans, 40 ans. De revenir à quoi ? De revenir à la création, d'assumer mon côté créatif, aujourd'hui de signer des collections, d'écouter mes tripes, de dire tiens ça me convient. Généralement quand je dessine ou quand des prototypes arrivent, des ateliers, voilà, vraiment j'essaie d'écouter. Voilà, est-ce que ça vibre, est-ce que ça va dans mon intérieur, est-ce que ça va dans le mas provençal
dans lequel habite ma mère et dans lequel j'ai été élevée, qui est toujours à côté d'Y-sur-Sorgue. Voilà. Et tout ça, ça m'a pris un peu de temps, voilà, d'assumer ça. Donc c'est à la fois une passion qui est sans limite et c'est vraiment un projet voilà, de transmission. J'ai 2 filles et j'ai envie de leur transmettre cette passion-là. Et comment tu travailles avec ces ateliers? Donc toi, tu dessines et après, comment ça se passe? Alors moi, je dessine, soit je chine, je m'inspire. Je sais, j'ai des envies de savoir-faire, des envies de rendu, des envies de démo. Et ensuite, je travaille à 4 mains avec les artisans qui ont un savoir-faire fabuleux, qui m'apprennent. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir comment ils travaillent, de comprendre leurs techniques pour essayer de jouer et de m'adapter à ce qu'ils maîtrisent. Et ensuite, on essaie d'arriver au rendu dont j'ai envie en tête. Que tu as imaginé. J'en reviens à justement les 6-8, je crois, savoir-faire. 6. Ouais, alors il y a... Donc on a fait terre cuite, terre mêlée, grès chamoté, grès émaillé, le grès flammé. Ouais, c'est un émail qui a un rendu comme une flamme. C'est très précieux et voilà qu'on a développé avec un atelier qu'on appelait grès flammé. Voilà. D'accord. Le tressé à l'ancienne, c'est très beau. La vannerie, ouais, ça c'est magnifique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est très étonnant parce que dès le départ j'ai voulu des suspensions en vannerie foncées. C'était pas trop, voilà, on avait beaucoup de clair et donc c'était il y a 3 ans qu'on a commencé avec notre vannière et c'est étonnant parce que maintenant on nous en commande beaucoup alors que c'était vraiment très typé. Les vieux paniers étaient en osier foncé, voilà. Mais ça c'est de plus en plus dur aussi de trouver de l'osier. Voilà, c'est un travail minutieux, fait à la main, c'est absolument génial. Voilà. Et la porcelaine de Limoges. Et la porcelaine de Limoges, parce que la porcelaine, ça fait quand même partie de notre patrimoine. Je crois qu'on a tous fait nos déjeuners du dimanche dans la porcelaine et j'avais très envie de porcelaine. Donc on a fait une petite... voilà, c'est fabriqué à Limoges. C'est 2 frères qui ont repris la manufacture paternelle et on fait un joli travail et là on lance d'ailleurs une nouvelle collection tout en porcelaine. On agrandit la collection de porcelaine parce que la porcelaine c'est la céramique qui est très solide et qui permet de faire passer la lumière parce que on a une plus fine surface. Ouais. Enfin pas surface mais paroi. En fait on voit au travers. Oui, plus que de la terre. Exactement. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes ont vraiment besoin d'avoir cet aspect-là. Puis ça donne un autre esprit. Donc c'est entre le contemporain et l'ancien. Et là, on avait uniquement 2 modèles qui s'appellent Maria et Lily. C'est la collection Maria des Fleurs du nom du mas dans lequel j'ai grandi. Et en fait, là, on crée toute la collection Lisette et ses sœurs. Donc des formes, des lignes plus simples, plus intemporelles. En porcelaine. Voilà, on travaille dessus. Donc, normalement, on devrait présenter les prototypes à la Design Week. Bientôt. Pourquoi uniquement des luminaires Pourquoi uniquement Ou est-ce que tu vois, tu vois une évolution à ça ou tu veux rester sur des luminaires? Alors, c'est une bonne question parce que je crois que d'abord des luminaires, parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est clé dans la déco. C'est central, c'est ma passion. Et je n'arrive pas, tu vois, je n'arrive toujours pas à me lasser. J'ai l'impression d'avoir 1000 envies, 1000 idées encore pour les luminaires. Je trouve qu'il y a aussi une place, parce qu'il y a beaucoup de marques de luminaires, mais sans vraiment le vouloir au départ, on a une spécificité, on a vraiment une patte. Il n'y a pas de marque de luminaire en Provence, à part la nôtre. Donc voilà, c'est vraiment une micro-niche. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies de faire d'autres choses, du mobilier. On a fait un peu d'art de la table, mais pour l'instant, j'ai encore envie de rester dans les lumières. Bon, après Juliette qui m'écoutera, qui est mon binôme qui gère une partie de l'équipe, elle me canalise ainsi un petit peu parce que si c'était moi, on ferait déjà plein d'autres choses.
Tu parlais de la Design Week. Là, l'épisode va sortir normalement le 6 septembre, là, dans quelques jours. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui vont écouter plus tard, et qui écouteront peut-être en octobre, novembre, même en 2025. Là, tu vas présenter 200 luminaires, c'est ça, cette semaine? Ouais, alors on a un peu plus de 150 références. Ouais. Justement pour adresser aujourd'hui tous les besoins. Et là, on vient exceptionnellement avec 200 pièces uniques, faites à la main, dans tous les savoir-faire, et qu'on va proposer à la vente aussi pendant la Design Week. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose nos luminaires sur Internet, dans notre atelier boutique au centre de Marseille. On a quelques boutiques comme Merci à Paris, enfin je vais pas toutes les citer, je vais me faire, mais en tous les cas on a plein chez Flux à Paris, pour ne citer qu'à Paris, mais dans chaque ville on a quelques belles boutiques comme Atelier 159, Maison Cercle, etc. Mais on n'a pas non plus beaucoup de représentation dans les boutiques, et donc c'est un peu l'occasion à Paris de pouvoir que nos clients puissent venir directement choisir leur luminaire, et puis parfois sur de la terre mêlée, c'est chouette de choisir vraiment son modèle, quoi, parce qu'ils sont vraiment tous différents. Oui, ce sont des pièces uniques, on est d'accord. Ouais. Alors, selon les savoir-faire, il y a l'artisan peut reproduire quelque chose d'assez identique, mais sur certains modèles, il y a vraiment des différences importantes sur les mailles, les mélanges des mots, on les trempe, vraiment c'est très différent chacun. Et tu fais des collabs aussi? Oui. Chaque année à la date anniversaire de la marque, donc autour de mars. Et on a fait plusieurs collabs avec des artisanes. Marion Gros, pour ne pas la citer, qui est une amie. Franca, on a fait Sarah Esped. Donc on fait Et récemment Amélie Baudin, qui est une artiste amie, qui fait de la céramique. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien chaque année faire une petite série limitée en collaboration avec avec une autre artisane. Tu dis ta date anniversaire, c'est vrai que je ne sais même pas, Enamora à quel âge? Alors, Enamora a officiellement 3 ans et demi. Ah oui, donc c'est tout jeune quand même. Oui. C'est tout jeune et en même temps, 3 ans, c'est quand même quelque chose. À la fois c'est tout jeune et à la fois c'est vrai qu'il y a des projets que je porte depuis longtemps et qui font partie de la marque. Donc c'est... Voilà. Et puis c'est vrai que l'histoire est aussi ancienne, puisque c'est l'histoire aussi de ma relation à la Provence, à ma grand-mère, à mes filles. Donc c'est vrai que ça mêle beaucoup de choses qui ont sûrement dormi en moi pendant longtemps. Et on peut faire du sur-mesure? On peut vous demander des pièces? Alors en fait, on va faire du sur-mesure. On travaille de plus en plus avec l'hôtellerie haut de gamme, qui s'intéresse de plus en plus au savoir-faire artisanaux, qui ont à cœur de privilégier des productions locales. Et donc on va, en fonction du volume, faire quelques pièces sur mesure. Ouais. Alors, on va revenir sur les maisons. Tu dis quoi? Des maisons de vacances? Les maisons que tu proposes? On dit des maisons des maisons de vacances. Alors, qui a fait la déco et les travaux? C'est toi? Alors, moi, j'ai fait la déco. C'est moi qui coordonne les travaux. C'est moi qui dessine. Alors, comme c'est pas mon métier, je fais des petits... moi, je dessine beaucoup. Et généralement, j'ai des super binômes qui vont soit traduire en plan, soit m'apporter un conseil technique. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je coordonne des chantiers, donc il y a des habitudes, mais c'est vrai que je dessine et je suis très très impliquée dans la rénovation. Alors je ne fais rien moi-même. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui poussent jusqu'à faire même, mais comme j'ai toujours plein de projets en même temps, je dis souvent aux gens coordonner un projet, puisque généralement il y a pas d'architecte avec moi, ou si un architecte c'est vraiment sur la partie vraiment technique ou pour m'aider. Donc c'est beaucoup de travail. Ensuite c'est de la rénovation généralement d'anciens, donc c'est compliqué. Et ensuite donc j'essaie de m'adapter, j'essaie de réinjecter un maximum de matériaux anciens que je récupère soit sur le chantier dans la maison d'origine, soit que j'achète anciens pour vraiment essayer que la maison
par exemple, on va à Seignon, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, alors qu'en fait, ça a été dessiné presque de toutes pièces. Mais j'ai pour habitude de pas laisser un chantier plus de 3 heures. Donc, c'est beaucoup. D'ailleurs, je me repose un petit peu, je fais un petit break là. Mais généralement, je suis très très présente avec les équipes sur place. Voilà. Ouais, oui, il y a quelqu'un parce que ce sont 3 lieux qui sont dans un périmètre. Quel type de périmètre? Alors, Marseille et Saumagne-Vaucluse, on est à 1h15, 1h20 et une demi-heure entre... Oui, tout est dans le même coin. Voilà, c'est un petit triangle. Ouais. Et donc, il y a vraiment, tu disais, il y a la maison de village, la maison de ville et l'atelier d'artiste. C'est 3 types de lieux que t'arrivais pas à choisir, toi, peut-être? Comment ça t'est venu, ce 3... À partir du moment où tu dis, évidemment, aujourd'hui, je me consacre vraiment pleinement au projet de luminaire, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a différents habitats provençaux. Tu pourrais aller jusqu'à la Bastide, voilà. Et en fait, c'est une manière de vivre la Provence différemment. Et quand tu vis la Provence dans la maison de ville, en plein cœur de Marseille, t'es à 10 minutes des Calanques, mais t'es comme dans une maison, c'est hyper calme, t'as une piscine, un jardin, la végétation est complètement envahie de jardin. Tu vis la Provence très différemment que quand tu vas dans la maison de village à Saumagne, qui est une maison perchée avec une piscine un peu en suspension, et où là tu vas faire les brocantes, tu vas faire ton marché, et là t'es vraiment dans la garrigue, t'es au pied de la colline. Et tu vois, je trouve que chaque maison est adaptée à une envie, un art de vivre la Provence différemment. Et aussi, je trouve que c'est adapté à des vacances différentes. Tu vas aller dans la maison de ville avec des amis ou de la famille, mais tu vas aller plutôt en amoureux ou en petite famille à l'atelier de Seignon. Tu vois, je trouve que c'est des vacances ou c'est des moments, des occasions différentes. Et l'idée, ce serait d'avoir une collection encore plus élargie, mais une fois encore, pour l'instant, je fais des petites pauses d'un côté pour pouvoir me dédier vraiment au luminaire. Et là, t'habites où en ce moment, toi? Et en ce moment, j'habite pas dans l'une de ces maisons. Ah si, l'une de ces maisons. Ouais, tout à fait. Et j'habite dans l'une... Donc à chaque fois, c'est un petit déménagement? Comment ça se passe? En fait, les maisons sont toujours... elles sont en mode vacances, donc c'est très allégé. On a vraiment allégé le mode de vie. Et moi, j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, je rêvais de vivre à l'hôtel. Donc il y a un côté très très léger. Tu vois, tu t'encombres pas. Il y a à la fois tous les objets, mais après, mes filles disent que je suis passionnée de rangement, mais en tous les cas, j'étais beaucoup en nomade, je le suis beaucoup moins. Aujourd'hui, je suis quasiment à temps plein à Marseille. On a l'atelier boutique au rez-de-chaussée, donc en fait, elle sert aussi de showroom, la maison. Donc je la loue moins. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que les clients, quand ils prennent rendez-vous, ils vont pouvoir voir toute la collection, mais ils vont la voir aussi dans la maison. Donc en fait, la maison... là, par exemple, ce matin, j'ai fait la surprise à l'équipe. J'ai chiné des bureaux de collection anciens pour que chacune ait son poste de travail. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Et donc, chaque bureau a désormais sa lampe. Donc là, je lance des lampes à poser, donc des lampadaires. Donc là, j'ai passé tout mon dimanche à réaménager la maison pour que les filles qui arrivaient hier, elles aient un nouveau poste de travail. Mais à la fois, c'est un bonheur parce qu'on est passionné de déco. Et à la fois, c'est aussi notre outil de travail. Toi, tu dis que tu es passionnée de déco? Alors, ou c'est ton travail? Comme en fait, moi, je travaille dans la déco depuis très peu de temps. Donc en fait, ça a été ma passion toute ma vie. Et aujourd'hui, déjà, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Parce que quand j'en ai marre, généralement, je change de vie. Enfin, je change de vie tous les 10 ans. Donc, c'est sûr que ce matin, je me suis levée tôt pour venir te rejoindre à Paris. Mais oui, j'étais passionnée de rénovation et de Chine au sens de brocante. Voilà, ça, c'est ma vraie passion. La déco, j'ai toujours l'impression que je suis pas très douée en déco parce qu'il y a des gens, ils savent faire de la scénographie. Moi, j'ai un coup de cœur pour un objet, je le pose par terre et je vis avec et je le change d'endroit. Mais c'est pas mon métier, la déco à la base. Voilà. Et quel est ton style déco? Alors, je sais pas si j'en ai un. C'est absolument pas rationnel. J'aime les objets qui ont une vie.
Donc je peux ramener un objet de voyage. Je mélange vraiment toutes les époques, tous les styles. Donc je vais avoir un fauteuil knoll que j'ai chiné avec à côté une céramique ou une poterie d'usage provençal. Donc c'est vraiment très très différent. J'aime aussi l'idée de... J'ai pas beaucoup d'objets très chers. Voilà, c'est vraiment... j'ai pas, à la fois pour une question de moyens, j'ai pas toujours eu les moyens. Là, tu vois, je viens de me faire plaisir. Je viens de te dire, j'ai acheté des bureaux un peu de collection. Bah, c'est peut-être une des premières fois où... voilà. Mais généralement, j'aime bien ramasser une porte ancienne qui est sur le chantier. Je vais la faire décaper, je vais mettre 2 tréteaux et ça... Voilà. Aujourd'hui, ma table à manger, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de récupération. Et puis, en fait, je vis dedans. Je suis incapable de te dire si c'est... Je crois que ce qui revient le plus quand les gens vont dans les maisons, c'est qu'ils se sentent bien. T'aimes bien créer des atmosphères, t'avais dit au tout début. Je crois que c'est plutôt créer une atmosphère que créer de la déco et un style. C'est juste que les gens se sentent bien et heureux. Et toi, dans quelle maison tu te sens bien? Laquelle tu préfères? Alors, j'adore la maison de Sauman. C'est vraiment un endroit de paix. Avec les enfants, enfin, c'est vraiment un refuge. Mais comme je te disais, si j'allais en week-end en amoureux, je trouve que Seignon, c'est super. Avec les enfants, j'aime bien aller à Sauman. Et j'adore vivre à Marseille, parce que Marseille, c'est super. Et puis, j'ai la chance d'avoir 2 filles qui maintenant sont parties de la maison. Mais comme Marseille est très, très agréable, qui sont du coup... qui sont là tout le temps et la maison est grande. Il y a des espaces. J'aime bien aussi qu'il y ait des espaces très intimes pour que chacun puisse être chez soi, dans son petit chez-soi, dans une même maison. J'ai cette chance-là. Donc, ouais, Marseille, c'est... Et toi, quel est ton coin préféré, justement, dans une maison? Alors, moi, là, actuellement, je suis dans la cabane de pêcheur parce que c'est tout petit. C'est au fond du jardin, la maison de... Et qu'en fait, contrairement, j'aime bien les petits endroits. Donc j'aime bien les petits espaces et le plus brut possible. Donc là, il y a du plâtre, des vieilles poutres, du bois qui a vieilli. Voilà, il faut que ce soit assez authentique quand même. Et est-ce qu'il y a un objet auquel tu es attaché ou tu vois que tu emportes quand même, ou quelques objets qui te semblent indispensables et que tu emportes à chaque fois de maison en maison? Alors écoute, franchement, je suis attachée à beaucoup d'objets. On va dire que ce que je transporte là de maison en maison, c'est l'odeur, puisqu'en fait, on a créé des bougies avec une seule odeur. Et en fait, c'était une odeur qu'on avait à Sauman de Vaucluse, une odeur un peu qui rappelle les brocanteurs. C'est entre l'encaustique et le miel. Donc, c'est une odeur très particulière que j'adore. Et là, du coup, maintenant, on l'a dans toutes les maisons. Et ça, on va dire que c'est le point commun. Et après... non, comme ça, je vois pas parce que tous les objets sont... Mais par contre, je me sépare pas de mes objets. Donc, j'ai un hangar où quand je chine, si je sais pas où mettre l'objet, il est dans le hangar en attendant de trouver sa place, quoi. Et alors, dernière question un peu rituelle. Si tu faisais un dîner à 6, déjà, à quoi, cette année, je vais rajouter à quoi ressemblerait ta table? Parce qu'on aime bien savoir, l'art de table, ça plaît beaucoup. À quoi ressemblerait ta table et qui seraient tes invités? Alors, ma table, ce serait un soir d'été à Marseille sous la tonnelle, avec beaucoup de bougies et des luminaires très bas. Voilà, j'aime beaucoup la chaleur. Et il y a une vigne. Et ce serait un dîner de filles. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des garçons toute ma vie, puisque j'ai travaillé comme je disais, dans le sport. Et mes invités, ce serait déjà de retrouver ma grand-mère Lisette, qui n'est plus de ce monde, mais qui est aussi ce projet Namora, c'est un projet hommage. Et je pense qu'elle serait contente parce que les femmes d'avant n'ont pas eu toute la lumière que peut-être que je peux avoir aujourd'hui pour parler de mon travail. Elle a vu les débuts d'Enamura ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, mais vraiment tout est lié. Ma cousine a repris les terres, elle a arrêté d'exploiter les terres de la famille l'année où moi j'ai pris le relais avec Enamura. Donc vraiment Enamura, c'est la continuité de l'histoire de famille. Il y aurait aussi mes filles, parce que aujourd'hui, je me consacre beaucoup à leur transmettre tout ce qu'on m'a transmis, puis elles me font rire nuit et jour.
Il y aurait aussi ma meilleure amie, Cécile, qui vient de rejoindre ma grand-mère il y a quelques jours. Donc ce serait vraiment l'occasion de refaire un dîner de filles comme on a fait pendant nos 22 ans d'amitié. Et puis, on a droit aux héroïnes ? Bien sûr. Alors, ce serait Moura. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et dans Enamura, il y a Moura. C'est l'histoire d'une autre amoureuse et russe. Et elle a une histoire, une vie extraordinaire. Et voilà, j'ai adoré ce roman qui m'a été offert par des gens qui me sont chers et que j'offre aux gens qui me sont chers. Voilà. Donc, je vous conseille Moura. Ah, c'est drôle. Qui l'a écrit ? Ah, je vais te coincer. Mais Enamura, ça veut dire quoi ? Je t'ai même pas demandé. Ouais, Enamura, eh ben, tu vois, ça fait le bon lien parce qu'Enamura, ça vient du mot enamorado en provençal, qui veut dire l'amoureuse. Ah, excellent. Génial. Eh ben, c'est une super note de fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Merci à toi. C'est hyper intéressant. Ouais, puis moi, j'étais contente d'en savoir enfin plus sur ta très jolie marque. Merci beaucoup, Magali. Bonne rentrée. Hein. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.